Alors, je reprends depuis le début, parce que je ne sais plus très bien où je m'étais arrêté. Tout ça pour vous dire tout d'abord le plaisir de participer à cette journée. On aurait évidemment préféré se retrouver tous en terre neuchâteloise au Latanium, mais néanmoins, on aura un bel aperçu. J'ai aussi un immense plaisir avec la sortie de cet ouvrage, un ouvrage de plus de 500 pages, consacré à une période qui m'intéresse depuis longtemps, je dois le dire, et qui montre tout le chemin parcouru ces 20 ou 30 dernières années. Quand j'ai commencé à participer à des premières fouilles, il y aura 50 ans l'année prochaine, on était loin évidemment de s'intéresser à les périodes post-médiévales, voire à l'archéologie du XVIIIe ou du XIXe siècle. Par ailleurs, on peut mesurer le chemin parcouru, mais on voit aussi tout ce qui reste à faire, tous les manques, on y reviendra. Je voulais aussi m'associer aux remerciements qui ont déjà été donnés. En effet, tant du côté des comités, groupes de travail et du secrétariat d'archéologie suisse, que du côté d'Urs Niffler qui a porté à bout de bras ce projet. Tous les auteurs ont été accompagnés, soutenus, et c'était extrêmement intéressant, important. Un petit avertissement, vous ne verrez que des images neuchâteloises. Ce n'est pas parce qu'on fait une archéologie de l'époque moderne ou contemporaine meilleure que les autres. C'est un, par un souci de facilité, puis deux, peut-être aussi pour pallier dans une petite mesure à l'impossibilité de visiter aujourd'hui le Latanium, tout au moins dans le cadre de ce colloque. La période 1350-1850 est une période, comme toutes les périodes de 5 siècles, riche en changements, en rebondissements. On passe d'une société féodale à un régime démocratique, en tout cas pour l'extrême fin de l'ouvrage, c'est-à-dire à partir de 1848, en gros pour la Suisse. On a des changements fondamentaux au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau écologique. Pas lieu d'insister, je crois que l'ouvrage fait extrêmement bien le point sur l'ensemble de ces changements. Peut-être un des éléments sur lequel il y a lieu de s'étendre un petit peu, ou tout au moins de mettre en exergue aujourd'hui pour cet ouvrage, c'est la variété des sources archéologiques à disposition. On a évidemment les sources écrites, complémentaires ou, disons, en parallèle des sources archéologiques, mais on a deux types de sources archéologiques. Celles qu'on connaissait pour toutes les périodes précédentes, les archives du sol selon la terminologie de l'ouvrage, mais aussi l'archéologie du bâti, puisque à partir des années 1350, on conserve toute une série de bâtiments en relativement bon état, passablement transformés parfois, mais qui nous livrent quasiment jusqu'au niveau de la toiture des données archéologiques, des données historiques ou des données artistiques pour la période considérée. L'étude des biens matériels est une troisième source qui apparaît dans cet ouvrage, avec là aussi une multiplication, grâce notamment à la multiplication des matériaux, une multiplication des biens matériels qui sont révélés par les fouilles ou qui sont conservés éventuellement dans des collections. Tout ceci pour aboutir à un panorama qui, en fait, est par définition un panorama qui doit se révéler pluridisciplinaire. Ça se sent très bien à la lecture de l'ouvrage, c'est-à-dire que toutes sortes d'apports sont nécessaires. Les archéologues, bien entendu, les historiens de l'art, les dendrochronologues, les sciences de la Terre et bien d'autres approches scientifiques.
Je ne vais pas vous passer en revue l'ensemble des chapitres de cet ouvrage. Ça serait beaucoup trop long. Je pense qu'on en aurait pour la journée tout seul. Et surtout, vous aurez ensuite des coups d'éclairage thématiques par plusieurs des auteurs de cet ouvrage. Le deuxième grand chapitre de l'ouvrage, c'est l'homme et son environnement. En effet, on peut, pour la période considérée, apporter des renseignements extrêmement précis grâce aux sciences que j'ai déjà évoquées, aussi bien sur l'environnement et le climat, et se rendre compte que l'évolution climatique dont on parle beaucoup en ce moment n'est pas une première dans l'histoire de l'humanité, on le sait tous, mais que même pour la période considérée, toute une série de changements d'une certaine importance qui ont des répercussions très fortes, par exemple sur l'isolation des bâtiments, comme c'est bien relevé dans l'ouvrage, ou sur le type de fenêtres, ont donc un lien étroit avec l'archéologie. Les forêts et le bois, on retrouve aussi la dendrochronologie, mais la palynologie, d'autres sciences autour de cette évolution à la fois de l'état des forêts sur le territoire suisse, mais aussi de l'usage du bois et notamment de l'usage extrêmement important qui a été fait à certaines époques et qui nous montre des territoires aujourd'hui boisés, mais complètement déboisés sur des photos du milieu ou de la deuxième moitié du 19e siècle. Les cultures, l'agriculture varient évidemment et évoluent de manière extrêmement importante aussi pendant cette période, de même que les productions animales au sens large, l'élevage, mais aussi tout ce qu'on tire des animaux en termes d'usage de peau, des os, de la viande, bien entendu, la nourriture. Et cela aussi est bien abordé. Il y a ensuite un thème qui a été particulièrement développé, c'est l'homme avec un grand H. Je ne suis pas très sûr que ça soit encore tout à fait justifiable comme terminologie de nos jours, mais quand j'ai relu la traduction, j'avoue que je n'ai pas sauté sur la chose. L'homme, la femme, enfin l'humain au sens large, son évolution, son état de santé, les âges au décès, les échanges, enfin toutes sortes d'éléments qui permettent d'avoir des images, des données nouvelles sur l'évolution du cadre de vie, des conditions de vie, de l'état de santé, etc., etc. L'habitat construit, évidemment par opposition à l'habitat troglodyte ou l'habitat, disons, l'usage de cavités naturelles, par exemple. L'habitat construit est aussi un thème qui a pu être très largement développé dans cet ouvrage, puisque à partir du XIVe siècle, on a quand même une multiplication très forte, non seulement des types de bâtiments qui sont conservés ou qui sont étudiables à défaut, mais comme déjà dit, de leur état de conservation. Si pour les périodes précédentes, à quelques exceptions près, on devait bien souvent se contenter de l'étude détaillée des fondations, des vestiges au sol, là, on a des possibilités d'étudier les bâtiments, j'allais dire en 3D, c'est-à-dire sous l'ensemble de leur volumétrie. Et ça se sent tout particulièrement pour les villes, notamment pour ce que l'on appelle les villes neuves, ou comme Fribourg, par exemple, dont parlera Gilles Bourgarel tout à l'heure, où l'état de conservation de beaucoup de bâtiments permet une lecture de l'évolution des bâtiments dès la fondation de la ville, ou tout au moins dès les décennies qui ont suivi cette fondation, de suivre l'évolution urbanistique, la densification dans certains cas, l'ouverture, par contre, l'abandon de certaines parcelles construites dans d'autres cas, mais aussi de suivre l'évolution des bâtiments, le nombre d'étages, l'évolution des aménagements extérieurs et intérieurs, et par là même
des usages économiques ou des usages privés qui sont faits de ces bâtiments. Il en va un peu de même pour la campagne, où là aussi, on retrouve, en tout cas dès la fin du XVe ou du XVIe siècle, un certain nombre de bâtiments. On a ici la ferme du Grand Cachot de Vent du début du XVIe siècle, qui nous montre très clairement l'évolution des bâtiments ruraux, avec un très large usage du bois. Il est resté pratiquement jusqu'à l'époque moderne dans certains cantons. Il a été en partie remplacé par des maçonneries dans d'autres. Enfin, on voit qu'on peut faire maintenant des propositions de synthèse à la fois régionales, mais aussi à l'échelle de pays complets. Et l'on voit également apparaître durant la même période toutes sortes de nouveaux bâtiments à usage d'atelier, à usage commercial. On voit apparaître un peu plus tard des manufactures qui sont autant de bâtiments qui permettent une approche à la fois architecturale, c'est-à-dire l'évolution volumétrique des bâtiments, mais ce qui est peut-être encore plus intéressant pour nous autres archéologues, une analyse du mode de fonctionnement de ces bâtiments. Je pense aux moulins, aux scieries, à d'autres, aux clouteries, à d'autres types d'ateliers où l'on voit quasiment, l'on peut reconstituer quasiment la machinerie qui se met en place et qui évolue à l'intérieur de ces bâtiments, et donc comprendre la façon des ouvriers et des artisans de travailler dans ce nouveau cadre. Il en va de même d'ailleurs pour les grandes manufactures. Château, c'est évidemment aussi une thématique. Elle avait été déjà largement abordée dans l'ouvrage précédent, mais on voit remplacer des châteaux forts par de véritables forteresses et d'autres évoluer en direction de résidences ouvertes. Et là, l'archéologie a un rôle tout particulier à jouer par l'analyse fine des transformations, des ouvertures, des transformations, des aménagements intérieurs et extérieurs. Et l'architecture au sens large, c'est-à-dire l'évolution des matériaux, l'évolution de la mise en œuvre de ces matériaux, l'évolution des formes architecturales, des fenêtres, des portes, etc. Toutes sortes d'éléments où vous me direz, les architectes faisaient déjà ce type d'études, dans une certaine mesure, oui, mais l'archéologie amène cette petite touche de lecture des chronologies fines, des chronologies relatives, qu'une approche purement architecturale n'amène pas systématiquement. Je vous ai mis sur cette image le plan d'une ville qui ne fera jamais l'objet d'une étude archéologique, c'est Henripolis, qui aurait dû être construite à côté tout près du Lathénium d'ailleurs, qui n'a pas dépassé le stade du papier, mais où ce plan nous montre très clairement la vision qu'on a au début du XVIIe siècle de ce qu'est une ville, avec la régularité du plan des bâtiments, mais avec tous les bâtiments dessinés en 3D qui sont nécessaires au statut de ville, au fonctionnement. Ça va des églises protestantes et catholiques dans ce cas, au château, à l'hôtel de ville et aux fontaines, aux halles, etc. Le mobilier a pu être tout particulièrement développé, et je pense que c'est aussi un des points particulièrement novateurs de ce volume de SPM, c'est partager et synthétiser des données souvent extrêmement récentes sur des objets que l'on ne regardait pas toujours avec un coup d'œil archéologique jusqu'il y a peu. Les récipients, alors Michel en parlera tout à l'heure, Christophe aussi, il y a longtemps qu'on s'occupe de typologie des céramiques, mais il n'y a pas très longtemps qu'on jette un coup d'œil beaucoup plus attentif sur la céramique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, que ce soit les tessons ou, comme cela a été fait dans le canton de Fribourg ou du Jura, l'étude des ateliers de production des manufactures avec des résultats tout à fait nouveaux qui permettent
d'attribuer à certains ateliers des productions retrouvées dont les fragments ont été retrouvés sur des chantiers à travers une région beaucoup plus large, voire l'ensemble de la Suisse. Aussi des récipients évidemment en métal, un petit peu plus rares à retrouver en fouille, sauf dans le cas de fouilles d'épaves, comme l'exemple d'Autrive. Les vêtements, le progrès des études ces dernières années permet aujourd'hui de synthétiser des données sur les tissus, dont dans les sépultures, par exemple, on retrouve fréquemment des fragments plus ou moins modestes, sur les accessoires du vêtement, les boutons, les agrafes, toutes sortes d'autres objets, sur les jeux et les divertissements. Là aussi, la fouille et les collections livrent toutes sortes de souvenirs, de vestiges de ce qui faisait quand même le plaisir de la vie, une partie du plaisir, en tout cas, de la vie de nos ancêtres. Les outils et les équipements, de très nombreux outils et objets, machines ont été découverts en fouille et font l'objet de travaux de synthèse avec des planches comparatives, des planches typologiques extrêmement suggestives et qui, je pense, seront d'un grand apport quand on trouve en fouille un objet isolé pour essayer de retrouver plus facilement que ça n'était le cas souvent jusqu'à maintenant, des parallèles possibles et des possibilités de datation. Les armes, idem, et les monnaies, évidemment, toutes sortes d'évolutions monétaires sur la période que nous connaissons, qui ont un intérêt numismatique, bien entendu, sur les lieux de production, mais qui ont un intérêt tout aussi important pour les archéologues sur l'image qu'ils donnent des échanges monétaires et donc des flux commerciaux aux différentes époques, avec, on le voit dans beaucoup de publications de fouilles, des époques de resserrement avec des monnaies d'usage très local et d'autres époques avec des usages beaucoup plus larges. Les manifestations des croyances, alors l'archéologue qui s'est beaucoup intéressé aux églises, comme moi, verra dans cet ouvrage, évidemment ce qu'il connaît depuis longtemps, mais aussi peut-être des approches un petit peu différentes, un peu plus récentes. Tout d'abord, la mise en exergue, évidemment, de la réforme. La réforme qui introduit deux évolutions parallèles, mais néanmoins bien distinctes, entre d'un côté les lieux de culte catholiques, et qui le restent, et d'un autre côté les lieux de culte catholiques qui deviennent des temples réformés, ou qui sont tout simplement construits comme temples réformés au XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle. Il y a pas encore très longtemps, dans beaucoup de publications, l'archéologue s'arrêtait à la fin de l'époque gothique et expédiait en une page ou deux les transformations pas très intéressantes, comme on le trouvait encore assez récemment, dues ou qui ont suivi la réforme. Or, on se rend compte que l'archéologie a aussi beaucoup à apporter sur la connaissance pour cette période. Lorsque l'Église reste catholique, elle s'adapte néanmoins à un mouvement de la contre-réforme avec toutes sortes de réaménagements de ces aménagements liturgiques, de l'utilisation pour des sépultures sous des formes diverses du lieu. Et lorsque l'édifice est construit comme temple protestant ou est transformé en temple protestant, là aussi, le mobilier est complètement transformé et on retrouve assez clairement en fouille des traces de ces aménagements avec le déplacement ou la création de la chaire, avec l'apparition des bancs, avec de nouvelles formes de sépulture, de nouvelles formes de peuplement du sous-sol
de l'édifice, sans parler évidemment des décors et des aménagements des parois ou des plafonds. Pour les monastères, là aussi, l'archéologie montre deux types de transformations. Les monastères qui ont perduré jusqu'à nos jours, ou en tout cas jusqu'au 19e ou au 20e siècle, avec tous les aménagements liés au réaménagement et à l'évolution de la clôture, notamment dans les monastères féminins, qui amènent des petites transformations, mais qui changent, lorsqu'on les comprend, toute la compréhension sur les circulations, par exemple à l'intérieur du bâtiment, et les monastères qui sont désaffectés. Et là aussi, la lecture des traces de nouvel usage en école, en grenier, en bâtiment d'habitation parfois, se révèle aussi tout à fait passionnante. Les cimetières évoluent, quelle que soit l'église à laquelle ils sont attribués, et l'on passe pendant cette période du cimetière paroissial au cimetière communal, avec les apparitions de nouveaux groupes, sépultures pour israélites ou autres, à l'intérieur de ces cimetières. Et là aussi, l'archéologie, notamment pour les cimetières modernes, lorsqu'on connaît les personnes qui sont enterrées, lorsqu'on peut les identifier, amène avec l'anthropologie, et surtout l'anthropologie en particulier, amène beaucoup de nouveaux renseignements. Il y a pour terminer pour cette manifestation des croyances, un domaine tout nouveau qui intéressait peut-être plus l'ethnologie jusqu'à assez récemment. Ce sont les formes de piété populaire, où un chapitre décrit très clairement tout ce qui relève évidemment des médailles et autres de pèlerinage, mais aussi ces traces sous forme de symboles que l'on retrouve gravés ou peints sur toutes sortes de bâtiments, avec parfois même des poils qui sont fixés quelque part, ou des chaussures qui sont cachées, pour notre grande joie d'ailleurs, dans un entreplancher, de façon à pouvoir amener une certaine forme de protection des bâtiments. Mais la synthèse qui termine plus ou moins cet ouvrage, Le monde vivant derrière les choses, nous rappelle que le rôle de l'archéologue, ça n'est pas uniquement de décrire, de cataloguer, de dater des objets, mais c'est d'essayer de retrouver l'homme et la femme derrière ces objets. Et une réflexion extrêmement intéressante d'Armand Berisville et Georges Descoeudres à ce sujet mettent bien en évidence, synthétisent les faits particuliers de l'histoire urbaine ou de l'histoire rurale que les chapitres précédents ont mis en avant, et permettent de voir que si l'on voit systématiquement des agrandissements ou des rétrécissements de certains bâtiments à certaines époques, on peut les mettre en relation avec des périodes de crise ou des périodes de grande réussite économique. Et on peut lire des effets des crises pandémiques. Alors, ça nous parle en ce moment particulièrement, mais je pense à la Grande Peste, dont les traces se lisent assez clairement dans les vestiges archéologiques, des crises climatiques, le petit âge glaciaire qui apparaît aussi, dont les effets apparaissent aussi dans certains bâtiments, mais aussi nous permettent d'avoir une nouvelle image sur la consommation, l'alimentation, les échanges que nous révèlent ces différentes sources archéologiques. Et je terminerai, ça a déjà été relevé, par signaler les perspectives que décrit Thomas Reitmeier. Perspectives évidemment particulièrement fascinantes sur de nouveaux types d'objets. Thomas parle de frontières, c'est-à-dire de toutes les constructions qui accompagnent les frontières et les changements de frontières, parle des fouilles d'épaves d'avions, on aurait pu ajouter les bateaux et d'autres choses, les avions de la Deuxième Guerre mondiale
par exemple, les fouilles de cimetières qu'on a déjà évoquées. Mais je voudrais juste terminer avec une évocation neuchâteloise, ou je devrais dire plutôt chaudefonnière dans ce cas-là, mais enfin dans le canton de Neuchâtel. C'est l'étude de la Maison Blanche qui s'inscrit un peu dans cette archéologie contemporaine, puisque il y a quelques années, on a fait une étude d'archéologie du bâti, mais aussi d'archéologie du sous-sol dans le jardin, sur le premier bâtiment construit par Le Corbusier à Le Chaux-de-Fonds en 1912. Et on se rendait compte, à la lecture des plans et des premières photos, qu'il n'y avait rien qui jouait. C'est-à-dire que ce qu'on avait sur les plans déposés par Le Corbusier pour le permis de construire ne correspondait pas aux photos qui avaient été prises du bâtiment une année après. Et à l'intérieur, la même chose. L'analyse du bâtiment avait montré que tout au cours du chantier, Le Corbusier avait modifié des choses. Il avait percé des portes, il en avait muré d'autres, il avait fait couper les petits bois des fenêtres avant la pose des vitres. Il avait fait construire un fronton qu'il avait fait démonter, mais donc retrouver les mortaises en place, et ainsi de suite. Et ça a permis d'entrer dans la réflexion du jeune architecte. C'est surtout intéressant, évidemment, quand c'est Les Corbusier, peut-être moins quand la personne s'est consacrée à la construction de villas, ça me suffit, encore que on pourrait certainement en tirer des choses, de rentrer dans sa tête, de voir qu'il était il était dans une recherche perpétuelle d'adaptation, d'amélioration, de rajeunissement des critères architecturaux. Et je terminerai en disant qu'on on a pu faire un lien avec quasiment ses contemporains, puisque son père écrivait dans son journal intime un jour que ce chantier avait un peu de peine à avancer, que c'était bien d'avoir un fils qui était un grand architecte, mais s'il arrivait à terminer le chantier, ça serait pas mal. Et donc, avec cette approche archéologique, on retrouvait quelque part les réflexions du père inscrites dans la pierre et dans le bois. Et je m'arrêterai là. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon colloque.